Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à l'occasion de la journée mondiale pour la maladie de Parkinson. Depuis 1997, chaque année, à la date anniversaire de James Parkinson, c'est en effet l'opportunité de sensibiliser et d'informer le plus largement à cette maladie qui, il faut bien le dire, est sournoise et souvent très invalidante. Cette année, l'APK, l'association Parkinson francophone belge, a choisi de vous parler du sommeil dans la maladie de Parkinson, du sommeil dans la maladie de Parkinson et dans le contexte de la pandémie Covid. Bonjour Madame Pao, bonjour Christine, vous êtes Parkinson nurse, infirmière Parkinson, et vous vous êtes spécialisée dans diverses méthodes d'autorelaxation. Pourquoi le sommeil? Est-il si important d'informer, de sensibiliser au bénéfice d'un bon sommeil, surtout en cette période Covid? En fait, nous passons un tiers de notre vie à dormir. Et cette période, trop souvent sous-estimée, est en fait le meilleur garant de notre qualité de vie. Un sommeil nocturne de qualité optimale favorise un éveil et des activités de bonne qualité dans la journée et vice-versa. La plupart des études liées à cette période Covid montrent des troubles du sommeil de plus en plus fréquents et de plus en plus importants, ce qui contribue à une moindre qualité de notre quotidien, à une accentuation des symptômes moteurs et non moteurs dans la maladie de Parkinson. Bonjour Dr Franco, bonjour Janie, vous êtes neurologue et vous vous intéressez au sommeil depuis plus de 30 ans. En quoi le sommeil des personnes présentant une maladie de Parkinson est-il si important? Eh bien, comme vous l'avez dit Christine, cette thématique est trop souvent négligée alors qu'elle a toute son importance. Parlons effectivement de ce que c'est qu'un bon sommeil, un sommeil normal, et quels sont ses rôles. Mais tout d'abord, peut-être un concept qui devra nous suivre tout au long de nos raisonnements, c'est se souvenir toujours que la meilleure qualité de vie diurne est directement liée à la meilleure qualité de vie nocturne, et vice-versa. Les deux qualités de vie, diurne et nocturne, sont en continuité l'une de l'autre. Alors, comment préparer un bon sommeil? Eh bien, cela commence dès le matin, en s'exposant à la lumière, soit la lumière estivale, en Belgique c'est parfois un petit peu aléatoire, donc peut-être des séances de luminothérapie, quand c'est possible, parce que la lumière va inhiber la sécrétion de l'hormone mélatonine, l'hormone du sommeil. Et si cette hormone est plus inhibée le matin, elle est mieux sécrétée la nuit, et en étant mieux sécrétée la nuit, elle va favoriser, stabiliser, harmoniser et rendre plus performant le sommeil de nuit. Une autre façon d'améliorer la qualité du sommeil nocturne, et plus particulièrement du stade de sommeil lent profond, qui, comme nous le verrons, est le stade de la récupération de la fatigue diurne, eh bien, c'est de s'adonner à une activité physique, adaptée naturellement, mais avant 18 heures, régulièrement. Pourquoi pas après 18 heures? Parce qu'après 18 heures, le stress de l'activité physique pourrait effectivement empêcher de vous endormir. Mais l'activité physique est très importante. Et enfin, sachez qu'une courte sieste de 30 à 60 minutes, en tout début d'après-midi, avec le sourire et sans remords, eh bien, va améliorer votre qualité de vie l'après-midi sans réduire votre tendance au sommeil nocturne. Donc, pendant la journée, favorisez l'exposition au soleil, à la lumière le matin, une activité physique adaptée avant 18 heures et une courte sieste en début d'après-midi, tout cela va vous aider. Alors, comment s'endormir au mieux à l'heure du coucher? Parce que l'endormissement est effectivement un stade particulièrement important. Mieux vous endormez en harmonie avec vous-même et plus votre sommeil sera harmonieux et intéressant. Il faut tout d'abord se mettre en confiance, dans un pyjama confortable, dans une ambiance agréable, avec une tasse de thé à la fleur d'oranger, à la camomille, à la verveine, des massages relaxants par le partenaire, ça peut vous aider aussi. Et puis, il faut se rappeler qu'il ne faut pas se mettre au lit à n'importe quelle heure. Il vaut mieux se mettre au lit entre 23 heures et minuit, parce qu'il est prouvé que se mettre au lit à cette heure-là favorise un meilleur sommeil stable, long et performant. Et puis vient le sommeil. Pour faire simple, le sommeil se manifeste en deux stades différents principaux. Le stade du sommeil lent profond et le stade du sommeil paradoxal. Le stade du sommeil lent profond, c'est le stade de la récupération de la fatigue diurne.
de la récupération physique, métabolique, il est lié à la sécrétion d'hormones de croissance. Le stade de sommeil paradoxal, lui, eh bien, c'est le stade de la consolidation de la mémoire, de l'apprentissage, des liens sociaux, de l'identité. Ce stade de sommeil paradoxal, dit aussi sommeil de rêve, parce que lorsqu'on éveille la personne dans ce stade, elle peut raconter un rêve agité, un rêve fantaisiste. Eh bien, il est dit paradoxal parce que le cerveau fonctionne aussi bien qu'à l'éveil, et pourtant le corps est paralysé, ce qui évite effectivement de gambader dans son lit alors que l'on rêve de courir. Et justement, et nous le verrons par la suite dans la maladie de Parkinson, cette paralysie du corps est levée, elle disparaît, ce qui fait que les Parkinsoniens, les Parkinsoniennes peuvent présenter des rêves particulièrement agités. Pendant le sommeil, ces deux stades vont évoluer par cycle. Il y a des cycles de 90 minutes qui vont se succéder tout au long de la nuit. Pour chacun d'entre eux, ils seront constitués de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal, avec la nuance que le sommeil lent profond sera prépondérant en première partie de nuit, récupération physique, et le sommeil paradoxal sera prépondérant en deuxième partie de nuit, récupération, la consolidation mémoire, apprentissage, identité, etc. Donc, il est important pour garder, pour préserver une meilleure qualité du sommeil et donc de la journée aussi, que l'on respecte les rythmes. Les rythmes veille diurne, sommeil nocturne, les rythmes intrasommeil, et donc on respecte cette alternance des deux stades de sommeil. Et cela avec des mesures d'hygiène qui sont tout à fait simples. Éviter la lumière au moins 1 heure avant le coucher, puisque si vous vous exposez à la lumière, vous allez inhiber votre mélatonine et donc vous allez retarder votre coucher. Aller se coucher aux environs de 23 heures pour justement permettre l'expression du sommeil lent profond et de la récupération physique. Et aussi se lever après 6 heures du matin, c'est-à-dire après la sécrétion du pic de cortisol, qui est l'hormone éveillante de la journée. Et le sommeil dans la maladie de Parkinson? On dit qu'au moins 50 à 90% des personnes présentant une maladie de Parkinson présentent un mauvais sommeil, soit par des difficultés à s'endormir, soit par des réveils durant la nuit ou des réveils tôt le matin. Effectivement, la question du sommeil est souvent négligée et pourtant on y retrouve souvent les causes d'une qualité de vie détériorée, d'une déstabilisation de la maladie de Parkinson. Et c'est un sujet qu'on aborde difficilement avec son entourage, avec son médecin généraliste, avec son kiné, son infirmière, son pharmacien, sa logopède. Et donc à l'association Parkinson, nous allons vous mettre à votre disposition, facilement téléchargeable à partir du site web de l'APK, un questionnaire qui est une échelle de détection des troubles du sommeil, ce qui va vous permettre effectivement de vous rendre compte si effectivement vous présentez des troubles du sommeil significatifs et en parler à votre entourage et surtout à vos intervenants de la santé, dont en partie le médecin généraliste. Cette échelle s'appelle le PDSS, Parkinson's Disease Sleep Scale, et sera téléchargeable sur le site web. Alors, les troubles du sommeil dans la maladie de Parkinson pourraient, grosso modo, se classer en 3 parties. Les insomnies, c'est-à-dire les pertes de sommeil, les mouvements anormaux durant la nuit, durant le sommeil, et l'hypersonie diurne qui peut être effectivement secondaire à ces différentes problématiques de sommeil que nous avons citées. Alors les insomnies, eh bien, elles se montrent, elles se révèlent dans au moins 80% des Parkinsoniens. Elles sont dues le plus souvent à l'anxiété, la dépression. Souvenez-vous que la dopamine est une hormone de plaisir. Lorsqu'elle vient à manquer, on est en pseudo-dépression. En plus des problèmes liés à la perte d'autonomie et ce qu'on peut ressentir dans cette situation parfois difficile. Il y a les inconforts douloureux, surtout lorsqu'on oublie de prendre le traitement anti-parkinsonien qui va effectivement améliorer le syndrome pendant la nuit. Il y a aussi les crampes, les dystonies et les troubles urinaires. Et puis il y a les mouvements anormaux. Les mouvements anormaux qui accentuent cette insomnie. On peut y retrouver le fameux syndrome des jambes sans repos, qui est cette sensation d'impatience au niveau des jambes, qui fait qu'on est obligé à se lever, à marcher, à se détendre pour que cette impatience énervante disparaisse. Elle est parfois liée à des crampes nocturnes, les mouvements périodiques nocturnes. Il y a aussi, on en a parlé, l'agitation nocturne,
qui est lié à la disparition de la paralysie du corps et des rêves agités. Et il y a le fameux syndrome des apnées du sommeil, qui est plus important chez le parkinsonien et qui se manifeste par des obstructions répétées des voies aériennes supérieures. Le syndrome des apnées du sommeil est non seulement un facteur de risque supplémentaire cérébro-cardiovasculaire et métabolique, puisqu'il peut même susciter le diabète, mais en plus, par les réveils fréquents qu'il suscite, parce que pour sortir d'une apnée, d'un arrêt respiratoire, il faut se réveiller, eh bien, ces contractures musculaires donnent une impression d'avoir couru toute la nuit à la personne dès le lendemain. C'est une douleur manifestement assez fréquente. Et puis, puisque le sommeil est entrecoupé et détérioré à cause de ces apnées, eh bien, effectivement, vous avez les répercussions diurnes, avec une somnolence diurne excessive en situation monotone. Et cette somnolence se traduit parfois simplement par des troubles de l'attention, par des troubles de la concentration, par une fragilisation de l'humeur et une limitation des performances motrices et non motrices pendant le jour, alors que l'on pensait avoir bien dormi en ronflant. Et puis il y a l'hypersomnie. L'hypersomnie, dans plus de 40% des parkinsoniens, est due à la maladie elle-même, parce qu'elle peut effectivement créer une hypersomnie, mais elle est due le plus souvent aussi au sommeil déstructuré dont on vient d'évoquer les causes, avec l'anxiété, la dépression, les syndromes d'apnée du sommeil, les crampes, les douleurs, mais aussi simplement, elle peut être due à certains médicaments, en particulier les agonistes dopaminergiques. Mais globalement, tous les antiparkinsoniens peuvent être la source de somnolence. Mais il y a aussi les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antidouleurs que l'on prend, tout cela peut y contribuer. Donc, globalement, dans la ligne Parkinson, vous avez les insomnies, anxiété, dépression, inconfort douloureux, troubles urinaires. Vous avez les mouvements anormaux, le syndrome des jambes sans repos, l'agitation nocturne, les rêves agités. Vous avez le syndrome d'apnée du sommeil. Et vous avez l'hypersomnie, la maladie elle-même, les insomnies que l'on vient de citer, et certains médicaments antiparkinsoniens qui peuvent être la source d'hypersomnie. Le sommeil est effectivement assez troublé dans la maladie de Parkinson. Et le Covid n'a apparemment pas amélioré la situation, que du contraire. Et oui, effectivement. Parlons maintenant du sommeil face au Covid dans la maladie de Parkinson. L'été dernier, des études réalisées au Royaume-Uni et en Chine ont révélé que le nombre de personnes souffrant d'insomnie était passé de 15 à 20%, et que c'est surtout les personnes présentant un handicap qui étaient concernées. Et d'ailleurs, les experts ont donné à cette insomnie un nom particulier, la corona-insomnie. Le manque de prévisibilité et l'impossibilité de gérer l'avenir, mais aussi la peur d'attraper le virus ou que la famille y soit exposée, l'impossibilité d'aller travailler ou de perdre son emploi, la perte de revenus, la perte de projets d'avenir, l'isolement social et culturel, tout cela augmente le stress. Et il s'agit bien d'un stress post-traumatique, tant il peut être important et brutal. Ce stress est la cause des troubles du sommeil et en particulier des insomnies. D'autre part, en confinement, nous perdons nos repères qui nous servent à maintenir nos rythmes de vie. Car nous allons dormir plus tard et nous nous levons aussi plus tard avec moins d'exposition à la lumière. Ce qui déstructure les horloges biologiques et nous mène au déphasage du rythme veille-sommeil, nous faisant ainsi être moins éveillés pendant la journée et moins endormis pendant la nuit. Le confinement réduit aussi les possibilités de bouger, d'autant plus que les soins kinés sont interrompus. La sédentarité est ainsi la plus importante avec son lot de complications cardiovasculaires, métaboliques, nous en avons parlé, telles le diabète aussi, la prise de poids, le ronflement nocturne et les apnées du sommeil, la somnolence diurne qui réduit l'attention, la concentration, fragilise l'humeur et favorise aussi la dépression. Et enfin, ce mal-être général contribue aussi à des oublis ou à des abus médicamenteux involontaires. Et cela peut accentuer les signes moteurs et non moteurs de la maladie de Parkinson, provoquant des chutes, des confusions, des troubles de déglutition avec des inhalations et des infections pulmonaires répétées, une déshydratation et, il faut bien le dire, des hospitalisations plus fréquentes en urgence. Donc, surtout pendant cette période de confinement, nous devons être attentifs à notre morale, à bouger et à la meilleure observance
du traitement médicamenteux. Et puisque les soins et le suivi des professionnels de la santé sont réduits et parfois même presque interrompus dans ce confinement, il faudra apprendre à améliorer et à adapter des moyens de communication, favoriser les téléconsultations en utilisant les avantages de l'intelligence artificielle. Et c'est là aussi un point qui sera de plus en plus soutenu par l'association Parkinson francophone belge. C'est un vrai problème car un sommeil détérioré altère les performances motrices et non motrices de la maladie de Parkinson. Il pousse à un mal-être général, physique et psychologique, isole et accentue aussi les autres maladies, les comorbidités déjà présentes. Alors, docteur Franco, quels conseils peut-on donner pour préserver et améliorer le sommeil? Eh bien, pour préserver et améliorer son sommeil et garantir son mieux-être, voici quelques conseils. Je pense que le plus important, tout de même, une des choses les plus importantes qu'il ne faut pas négliger, c'est de bien respecter une parfaite observance médicamenteuse, en évitant tout sédatif diurne, en n'oubliant pas le traitement anti-parkinsonien qui va vous servir à couvrir la période nocturne, et préparer peut-être un anti-parkinsonien et un verre d'eau avec un bec verseur sur sa table de nuit pour le prendre au besoin pendant la nuit ou au réveil le matin. D'autre part, comme nous l'avons dit, il faut s'exposer à la lumière le matin pour inhiber la mélatonine, pour qu'elle soit mieux sécrétée la nuit et mieux respecter le sommeil de nuit. Il faut réaliser une courte sieste en début d'après-midi, en tout début d'après-midi, avec le sourire et sans remords. Il faut d'autre part réaliser et prendre l'habitude d'activités physiques adaptées avant 18 heures. Il faut éviter les excitants après 18 heures, comme le café, le coca, le tabac et parfois aussi l'alcool. Pensez à aller uriner avant d'aller se coucher et éviter toute exposition à la lumière au moins 1 heure avant le coucher. Parce que si vous exposez à la lumière avant le coucher, vous allez retarder vous-même votre endormissement. La lumière, ça peut être la lumière du GSM que l'on ouvre parce qu'on s'ennuie, de la télévision. Il faut éviter cela en allant coucher. Si besoin au coucher, il faut penser aussi au traitement du syndrome des jambes sans repos, un antidouleur, un antidépresseur. Quand cela est indiqué, ça, il faut revoir cela avec votre médecin généraliste pour être effectivement les plus efficaces. Et utiliser effectivement des méthodes d'autorelaxation non médicamenteuses telles que Christine, vous allez en parler prochainement. Il faut aussi prévoir un lit à bonne hauteur avec une manette au mur ou une chaise pour pouvoir se lever plus facilement. Et s'il y a une agitation nocturne, pensez à vous protéger en mettant un matelas supplémentaire sous votre lit et aussi, il faut bien le dire, en protégeant votre partenaire. Et sur un plan général, il faut aller dormir avant minuit, se lever le matin entre 6 h et avant 9 h du matin. On entre en sommeil quand on ne le cherche pas. Puisque le chercher, cela voudrait dire augmenter son attention et donc son éveil. Et il existe des méthodes non médicamenteuses pour y entrer et le maintenir en harmonie. Chère Christine, vous êtes Parkinson Nurse, formée au cours de l'APK, Association Parkinson francophone belge, et du Service fédéral de santé belge. Pourriez-vous nous en parler ? Effectivement, de nombreuses méthodes existent pour préparer sa période nocturne. Et il est peut-être utile de rappeler que c'est de jour que se prépare la nuit, et plus particulièrement la période vespérale, avant le coucher. Et c'est ainsi que pour maintenir la meilleure harmonie diurne, on peut avoir recours, entre autres, à des méthodes à base de produits naturels, tels que la phytothérapie, l'aromathérapie, les huiles essentielles, mais aussi des techniques manuelles telles que l'ostéopathie, les massages ou les automassages que l'on peut se faire sur soi-même, des approches qui tendent à l'équilibre corps-esprit, telles la méditation, l'hypnose, la sophrologie, ou bien il y a aussi l'acupuncture, l'homéopathie, et puis toutes les approches y associant le mouvement, tels le yoga, le tai chi, le qigong. Alors on peut se poser une question.
Quel est l'atout principal de toutes ces approches? L'atout principal, l'atout vital au centre de toutes ces approches, c'est notre respiration. La respiration est essentielle pour permettre à l'organisme de bien fonctionner. Nous respirons tous, mais nous ne savons pas toujours utiliser la respiration pour améliorer la sensation de bien-être dans certaines situations au quotidien. On sait que la respiration abdominale est la base de toute approche de relaxation et si elle est maîtrisée, elle permet de gérer les tensions, d'induire une détente du corps et de l'esprit. Et pour mieux la gérer, on peut la synchroniser avec un geste, un mouvement, évoquer mentalement un mot, une image, ça peut être aussi une phrase ou une couleur. Synchroniser la respiration avec un geste, ça peut être ceci. Tout d'abord, on expire, on focalise son attention sur la main, j'expire, je regarde ma main, j'inspire et je vais fermer ma main. Et puis j'expire et j'ouvre ma main. Cet exercice tout simple permet de focaliser son attention sur une partie du corps et défocaliser son attention par une situation qui est inconfortable. Si c'est un mouvement, ça peut être par exemple tourner le buste sur le côté droit ou sur le côté gauche. Ça peut se faire en position assise ou en position debout. En position assise, ce serait comme ça, on souffle, j'inspire et puis j'expire. Et puis j'inspire et puis je reviens. Et puis je souffle. Voilà, ceci c'est des petits trucs qui peuvent franchement être très utiles. Contrôler sa respiration permet entre autres de mieux oxygéner le corps, de favoriser la concentration, d'apaiser son rythme respiratoire et cardiaque, de ramener le corps à une sensation de bien-être intérieur, de contrôler ses émotions et de se débarrasser de toutes les tensions. Et parmi toutes les méthodes de mieux-être et d'auto-relaxation, maîtriser sa respiration est notre meilleur outil pour canaliser les différentes pensées, souvent très envahissantes, et faciliter l'induction de la détente et qui nous permettra d'entrer dans un sommeil plus facilement. Ces différentes méthodes et approches vous seront discutées plus en détail dans les différents magazines, dans les différents prochains magazines de l'association Parkinson. Je vais vous proposer 3 exercices qui sont à la portée de tous et qui sont faciles à réaliser. Il y a tout d'abord la respiration alternée, et puis il y aura la cohérence cardiaque, et puis il y aura le guide respiratoire, donc c'est placer sa respiration sur différents temps. Prenons tout d'abord la respiration alternée. Elle est aussi appelée l'anuloma-viloma. Recommandée pour se détendre, calmer l'anxiété et tomber plus rapidement dans les bras de Morphée. Cette respiration consiste à alterner la respiration d'une narine à une autre. Je vais d'abord expirer. Petit truc pour éviter de serrer les mâchoires, c'est de poser le bout de la langue juste derrière les incisives supérieures. Je souffle, puis je mets le doigt sur la narine droite, j'inspire par le nez, la narine gauche, et puis je bouche la narine gauche, je libère la narine droite. Et j'expire. Puis je rebouche. Et puis j'expire. Pour les personnes qui ne sont pas habituées de respirer en utilisant les doigts, le pouce et l'annulaire, on peut aussi utiliser les index. Je bouge, j'inspire par la narine. J'inspire par cette narine. Et puis on reprend une respiration normale quand on a fait l'exercice. Et on peut pratiquer ce cycle respiratoire quelques fois, à chacun son rythme bien sûr.
L'importance, on peut le faire en position assise ou en position couchée, on peut garder les yeux ouverts, on peut garder les yeux fermés et on peut faire cet exercice à tout moment du jour et de la nuit. La cohérence cardiaque. C'est une pratique de gestion du stress et des émotions qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, psychique et émotionnelle. C'est utile pour calmer le rythme cardiaque. C'est utile pour apaiser les différentes fonctions de l'organisme et ce qui diminue le niveau de stress. Alors, comment faire? Toujours expirer et puis à l'inspiration, poser le bout de la langue juste derrière les incisives supérieures. On inspire sur 5 secondes en gonflant le ventre et puis on expire par la bouche sur 5 secondes et le ventre rentre. Pour compter mentalement, pour que ça soit 5 secondes, on compte et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Je vais faire l'exercice devant vous. Je pose une main au niveau du thorax, une main au niveau de l'abdomen pour bien sentir le mouvement respiratoire. J'expire. Je laisse venir l'air par le nez. J'expire. Je vais recommencer une deuxième fois. J'inspire par le nez, je compte mentalement, et 1, et 2, et ainsi de suite. J'expire. Et puis on peut recommencer ce cycle plusieurs fois. On essaie de faire 6 cycles sur 1 minute, 6 cycles respiratoires sur 1 minute. Et alors, il y a une application qui est vraiment très chouette à télécharger sur les téléphones, les GSM, c'est Respi Relax. Très chouette, avec un petit son très chouette. Je vais terminer par un autre guide respiratoire, placer sa respiration sur 4 temps. C'est aussi un exercice respiratoire pour le mieux-être et pour faciliter l'endormissement. Il s'effectue en 4 temps, un temps où on inspire, un temps où on reste en apnée inspiratoire, un temps d'expiration et un temps d'apnée expiratoire. Donc toujours les mêmes consignes, expirer avant, poser le bout de la langue juste derrière les incisives supérieures et si on le souhaite, on peut déposer une main au niveau du thorax, une main au niveau de l'abdomen. J'expire, j'inspire par le nez. Je garde l'air, j'expire et j'expire lentement, longuement, profondément. Et je reste en apnée expiratoire, je ne reprends pas d'air. Je recommence encore une fois. Et puis je reprends une respiration normale. L'important dans cet exercice, c'est que l'expiration soit lente, longue et profonde. À cet exercice, il existe 2 variantes. Si nous ne sommes pas à l'aise avec les apnées, on inspire par le nez et on souffle par la bouche lentement, longuement, profondément. Une autre variante est d'ajouter sur l'expiration l'évocation d'un mot ou d'une image. Quand je vais expirer, je pense à un mot de calme, une image apaisante, quelque chose que l'on aime, un souvenir positif et agréable. C'est un exercice que vous pouvez utiliser à différents moments du jour et de la nuit, en position assise ou en position debout, même couché aussi, avec les yeux ouverts ou avec les yeux fermés. Voilà. Ces 3 techniques respiratoires et les autres approches d'autorelaxation vous seront détaillées dans les prochains magazines APK de l'association Parkinson francophone belge. Sur notre site web, vous aurez l'opportunité de lire cette vidéo, mais aussi lire le texte de cette conférence, ainsi que la possibilité de télécharger le questionnaire de détection des troubles du sommeil, le
PDSS, Parkinson's Disease Sleep Skill, comme vous en a parlé le docteur Franco. Pour toute question liée au sommeil, en évitant naturellement les questions plus personnelles, il vous est loisible de les adresser à l'association à l'adresse info@parkinsonasbl.be avec le titre « Questions sommeil » et nous vous y répondrons dans une nouvelle rubrique Mieux-être dans notre prochain magazine APK. Dormez bien et prenez soin de vous. Et pour paraphraser notre ami le professeur Steven Norreys de l'Université de Liège, qui nous dit que la méditation c'est bon pour le cerveau, nous voudrions vous dire, nous aussi, que le sommeil, c'est bon pour le cerveau.